Et bonjour vous autres. Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. On est le samedi 17 janvier après-midi. Je reviens du boulot. Il neige encore un peu dehors. Voilà. Et j'ai déjà presque terminé ma nouvelle lecture en cours, dont je ne vous avais pas encore parlé parce que ben, j'ai commencé hier, finalement, sur un coup de tête, ou ce matin. Non, hier, faut pas ce matin. J'ai commencé hier sur un coup de tête. Parce que, ben, j'en parlais dans le dernier vlog, mais j'ai décidé de faire une relecture de The Seven Dials Mystery en amont de potentiellement regarder l'adaptation en série sur Netflix qui met en vedette, entre autres, Martin Freeman dans le rôle de l'inspecteur Battle. Voilà. Donc, bon, j'avais déjà lu le livre, ben, j'ai lu, ça fait longtemps, de Seven Dials, Les Sept Cadrans. C'est un de ceux que j'avais moins lu quand j'étais plus jeune. Je l'ai relu en 2022, si je me fie à mes recensions. Puis là, ben, je me suis dit que, bon, 4 ans plus tard, c'est pas si mal. Je l'écoute en livre audio. C'est narré, je crois, par Emilia Fox, il me semble, si je me souviens bien. Super bien narré. Vraiment, dans les narratrices féminines, à part, disons, Jo Nixon, quand elle fait les narrations pour Miss Marple, ou comment il s'appelle? Celui qui fait Hastings, le comédien. Mon Dieu, je me souviens plus, j'ai un blanc. Je vais vous mettre le nom. Qui est super bon aussi. Ben, Emilia Fox, c'est vraiment une des narratrices qui est douée. J'aurais pu écouter la version qui est narrée par l'actrice qui va jouer un des personnages principaux aussi dans l'adaptation Netflix. Mais je l'ai commencé, puis c'est pas parce qu'on est acteur nécessairement qu'on a une aisance avec la narration des livres audio, donc j'accrochais moins. Qu'est-ce que c'est l'histoire de The Seven Dials? En gros, ça fait partie de la série des Inspecteurs Battle. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. Puis ça se passe toujours en lien avec Chimneys. Donc le premier, je pense que c'est Le Secret de Chimney. Puis celui-là, c'est Les Sept Cadrans. Et on va retrouver une bande de jeunes hommes qui ont été invités chez un grand financier, puis qui est aussi, je pense, au sein du gouvernement, je crois, le ministère des Affaires économiques ou je sais pas quoi. Qui a loué Chimneys pour 2 ans. Et c'est Sir quelque chose Coote, Sir Oswald Coote, je crois. Et bon, ils sont invités là pour une partie, je sais pas, de plaisir, d'été, je sais pas trop. Et il y a un des jeunes qui, Jerry Wade, qui a vraiment de la misère à se lever. En fait, tous les jeunes ont de la misère à se lever, les jeunes hommes, là, 11 heures pour eux autres, c'est tôt le matin. Puis lui, ben, il est toujours en dernier. Puis, ben, en fait, la bande qui est là va décider que sur un coup de tête, ils vont dire ah, on va faire on va jouer un tour. Pour demain matin, on va aller y acheter chacun un réveil matin de vacances, genre de voyage, mettons. Puis on va les mettre en côté de son lit, puis on va en faire sonner une à toutes les ben, je sais pas, une après l'autre à partir de genre 6h30, juste pour comme, tu sais, que ce soit vraiment drôle. Donc, ils vont préparer ça, ils vont faire ça, ça va être compliqué parce qu'ils vont se dire, ben, on peut pas les mettre tant qu'ils dorment pas parce que sinon ils vont entendre les cadrans. Et ils vont finir par déléguer une personne pour aller les porter pour pas que ça fasse trop de bruit et tout. Et c'est mis en place. Or, le lendemain midi, finalement, si les gens ont bien entendu les alarmes, les réveils matin, même à travers la porte fermée, ben Jerry Wade se lève pas. Et on réalise en fait qu'il est mort et qu'il est mort supposément parce que il a pris une trop grande dose de somnifère. Donc, voilà. Et bon, ben, écoutez, c'est un peu le choc et tout ça. Et peu de temps après, la maison est remise au propriétaire actuel, qui est Sir... Je me sais plus c'est quoi le nom de famille, mais Lady Eileen, la fille de ce monsieur-là qui est un peu plus âgé, c'est Lady Eileen... Je me souviens plus. Et bref, une jeune femme bien dégourdie qui se fait appeler aussi Bundle et qui, elle, quand elle va apprendre que ça s'est passé, en plus, Jerry Wade était dans sa chambre à elle. Donc, joyeux, il y a quelqu'un qui est mort dans sa chambre. Ben, elle va un peu se lancer sur la piste de ça, elle va se poser des questions et tout. D'autant plus qu'il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que le lendemain, quand ils vont réaliser que le jeune homme est décédé, en fait, les 8 réveils matins, pardon, avaient été mis à côté de la table de chevet. Mais quand ils vont arriver dans la chambre, ils vont se rendre compte que tous les réveils matins ont été alignés sur le manteau de la cheminée, mais qu'il n'y en a pas 8, il y en a 7. Donc, les 7 réveils matins, les 7 cloques
Donc, les 7 cadrans. Seven Dials. Donc, voilà. Et bon, voilà, ça va être comme ça. Éventuellement, Bundle va un peu s'emmerder à la campagne et va décider d'aller en ville. Et en allant en ville, va tomber sur un homme qu'elle va penser que c'est sa faute s'il meurt devant elle parce qu'elle va super vite en auto et elle pense qu'elle l'a écrasé. Et avant de mourir, il va lui dire un message qui implique, entre autres, d'aller parler à une personne en particulier et de mentionner Seven Dials. Vous voyez un peu où ça va. Pour information, Le Secret de Chimney, c'était vraiment un des romans qui mettait en scène tout ce qui est plus stratégie politique, stratégie militaire, divulgation des plans, espionnage et tout ça. Donc, voilà. Là, on est plus dans potentiellement, peut-être, rassemblement de gens undercover, choses comme ça. Fait que jusqu'à maintenant, ben, je m'en souvenais, en fait, finalement, mais pas mal. Mais voyez-vous, je suis même plus sûre c'est qui, en fait. Je pense que je sais c'est qui encore, mais ça m'est pas revenu. Puis, ben, il me reste juste 2 heures, donc j'ai presque terminé là, la relecture. Donc, ça tombe bien, parce que peut-être que mon copain va vouloir l'écouter en fin de semaine. Fait que je me disais juste, je voulais l'avoir en tête parce que c'est sûr qu'ils ont modifié beaucoup pour faire la série Netflix. Si on regarde juste, ils ont limité ça, je pense, à 5 personnes pour les personnages principaux. Donc, déjà en partant, ils ont coupé dans la bande de jeunes et tout ça. Fait que je vais juste voir ben, c'est ça, qu'est-ce qui avait tant changé et tout ça. Mais en même temps, j'ai envie d'aimer l'adaptation. Donc, j'hésitais un peu à le faire, mais je l'ai fait finalement. Donc, voilà. Ma lecture en cours, c'est ça. Après, pour la prochaine, c'est déjà un peu c'était dans ma tête, à moins vraiment que je change de mood, mais j'ai reçu un livre audio, une réservation pour un livre audio que j'avais fait pour la bibliothèque, et c'est le 2e tome d'une série qui était très troublante de Søren Sveistrup, et c'est Cache-Cache. Donc moi, j'avais lu octobre. C'est vraiment troublant, mais c'était excellent. Donc, je vais sans doute écouter ça après. Et puis, ben, je verrai pour les autres lectures que je vais faire en parallèle. Dans les prochaines 2 semaines, il va aussi falloir que je me remette un peu dans un Anna Mette Hancock que j'avais lu avant Noël, ben avant, ou à l'automne, en prévision d'une activité que je vais animer cet hiver. Donc, juste pour être sûr que je me remette un petit peu dedans puis que je sache un peu plus de quoi je parle. Puis ben voilà, c'est le programme. Alors, ben sans plus tarder, allez, on lance ça cette semaine-là. Qui propose, via donc un concours, de mettre en avant un lieu sur ses réseaux qui pourrait, elle, lui permettre de relancer l'activité. Alors, coucou vous autres, on est le lundi 19 janvier et ben voilà, lundi congé, lundi de temps sauvage, alors si tout va bien, j'estime que je vais passer une bonne journée de rattrapage de Booktube. Ça va me faire vraiment plaisir. Et ben d'abord, je vais vous parler aussi de ma relecture que j'ai faite de The Seven Dials Mystery d'Agatha Christie, qui s'intitule Les 7 cadrans en français. Et j'ai vraiment bien apprécié. Je me souvenais pas de à quel point il y avait quand même eu de l'originalité dans la construction de cette intrigue-là. Je me souvenais un peu c'était quoi le sujet, là, comme ça fait quand même partie de la série de l'Inspecteur Battle qui tourne autour, en fait, de Chimneys, là, donc vraiment un lieu spécifique, puis qui donne toujours un peu lieu à des questionnements par rapport à des secrets défense, ces choses comme ça, plus comme style espionnage. Bon, je savais un peu à quoi m'attendre. Cela dit, j'avais oublié qu'il y avait vraiment quelque chose de vraiment intéressant, qui était même à la limite un peu, je dirais, méta, genre, peut-être pas briser le 4e mur, mais un peu surprendre le lecteur, un peu jouer avec les
a priori du lecteur quand même là-dedans. Donc, c'est pas que c'est si... Bon, c'est bien construit, mais c'est sûr que c'est des concepts pendant tout le long de l'intrigue. Puis là, je vais être obligée d'être cryptique parce que je ne vais pas vous divulguer quoi que ce soit, mais c'est sûr que ce sont des concepts avec lesquels on est familier. Oui, c'est sûr que comme on va quand même suivre le point de vue potentiellement de Bundle, qui est comme l'enquêtrice amateur, ben, on va apprendre avec elle à découvrir les personnages impliqués, les contextes. Elle est quand même une jeune femme dégourdie. En même temps, elle n'est pas miraculeusement allumée dans le sens où, comme nous autres, elle va percevoir des choses, certaines choses au deuxième degré, d'autres choses au premier degré. Donc, on tient un peu le lecteur par la main par le biais du fait qu'on est associé à Bundle, dans le sens où les choses, quand ça lui est expliqué, ça nous est expliqué par la même occasion. Donc, c'est quand même une intrigue qui est un petit peu tortueuse, mais qui est très accessible. On s'assure que le lecteur a bien compris. Évidemment qu'on n'a pas tous les outils en main, parce que ben, c'est Agatha Christie, là, il y a toujours des choses qui nous manquent. Et aussi parce que on a certains moments où on a un point de vue qui est différent, puis il nous manque peut-être quelques morceaux clés qui font en sorte que on peut percevoir les choses d'une façon ou d'une autre, ou que ça nous mènerait potentiellement, en fait, à comprendre cette fameuse originalité, en fait, dans la construction de l'intrigue, ou en tout cas de la fin de l'intrigue, qui nous fait l'apercevoir un petit peu différemment. Fait que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas un coup de cœur, c'est pas dans mes Agatha Christie préférées, mais dans les Agatha Christie qui n'impliquent pas Miss Marple ou Hercule Poirot, Battles, je l'aime vraiment beaucoup. Il est sympathique. Il n'est pas très présent, mais c'est ça aussi le rôle de cet inspecteur-là. C'est un inspecteur qui a l'air de rien comme ça, il est toujours un peu en arrière-plan. Les gens le prennent un peu pour quelqu'un d'un peu simple, voire simplet. Il a toujours l'air de pas trop... Il a un peu un visage de marbre, il a toujours l'air de comme... Il va prendre autant les félicitations que les reproches avec vraiment un flegme très britannique. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très, finalement, qui est très alerte, puis qui n'a pas peur de potentiellement traverser quelques lignes qui ne sont pas nécessairement des lignes qu'on devrait traverser en temps normal. Fait que c'est intéressant quand même comme inspecteur. C'est juste que là, quand même, l'enquête, juste pour pas que vous soyez déçus, oui, l'inspecteur Battle est là, mais l'enquête, on la suit vraiment avec Bundle. Mais l'inspecteur Battle a un rôle assez important dans l'histoire au final. Voilà, tout ce que je peux dire. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont en faire pour l'adaptation télévisuelle. J'ai l'impression que l'inspecteur Battle va avoir un rôle peut-être un peu plus prépondérant parce que si je regarde la distribution, comme je vous disais, il a l'air d'avoir comme 5 acteurs principaux, puis dans le livre, il y a vraiment beaucoup plus d'acteurs principaux que ça. Mais c'est sûr que la façon dont la promotion de la série a été faite sur Netflix, ben Martin Freeman, qui joue l'inspecteur Battle, a l'air quand même d'être assez présent. Donc je me dis, peut-être que... peut-être qu'ils vont avoir un petit peu, disons, en écumant les personnages superficiels. Quand ils font les adaptations, souvent, ils vont faire ça. Ils vont comme rassembler plusieurs personnages en un seul pour pas avoir, je sais pas, 20 personnages principaux et secondaires. Ben, peut-être qu'ils vont avoir rassemblé certaines données en lien avec des personnages qu'ils vont avoir enlevés, puis que ça va être donné finalement à l'inspecteur Battle, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, je suis bien contente de l'avoir relu parce que c'est encore frais, puis là, je pense que je vais enchaîner tout de suite, ben bientôt en tout cas, la série Netflix, parce que j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Puis tu sais, c'est pas pour dire, mettons, il aurait dû rester dans le livre ou non, mais ça va me donner quand même une idée de... Je vais rester dans l'idée que, a priori, ce livre-là démontrait quand même une certaine... peut-être pas audace, mais ouais, une légère audace au niveau de la construction pour Agatha Christie, même si a priori ça avait l'air d'être quelque chose de plus sage. Quand on avance, ben on se rend compte que finalement, oui, elle avait quand même osé un peu dans la structure. Voilà, donc ma relecture terminée, mais tu sais, je me souvenais même plus, je me souvenais vaguement de la fin, j'avais des gros flashs, puis à la toute fin, j'ai fini par me souvenir un peu plus, mais j'étais quand même pas sûre à 100% d'avoir bien identifié les personnes responsables de tout ça. Et puis, je m'en suis rendu compte quand ça a été révélé. Donc, c'est pour vous dire, là, ça faisait 4 ans, mais je pense que je n'avais pas réalisé à quel point, comme je vous dis, il y avait cette espèce d'audace-là quand je l'avais relu. Je pense que je l'avais lu dans le cadre d'un Reed Christie aussi. Là, cette année, je ne sais pas si je vais le faire, là, mais pour ceux qui ne connaissent pas le Reed Christie, c'est une espèce de
club de lecture annuel général qui est organisé par le compte officiel des héritiers d'Agatha Christie. Et à chaque mois, ils vont donner, dans le fond, une contrainte de lecture avec des lectures suggérées pour relire finalement pour relire les œuvres d'Agatha Christie. Puis cette année, ça me stimulait un peu moins, là, c'est tout des trucs genre, est-ce que c'était une entrée la plus flamboyante, blablabla, des choses comme ça, c'est comme les contraintes sont ça. Les autres années, il y a eu, c'était, mettons, des livres qui ont été écrits dans telle décennie, il y a eu, je sais pas moi, il y a eu une année, ça c'était quand même intéressant, c'était le type d'arme utilisé, je pense, versus je me souviens pas, je pense un des personnages principaux, quelque chose comme ça, où ça se passe. Fait que bref, c'était intéressant. Dans le fond, aux autres, c'est juste des prétextes pour passer à travers tous les livres. Je les ai pas mal tous lus. En fait, je pense que je les ai tous lus. Puis je m'étais rendu compte que j'en avais tellement relu en faisant plusieurs Read Christie à travers le temps que je commençais à plus de temps nécessairement avoir de plaisir, parce que je m'en souvenais vraiment beaucoup. Mais ce que j'aime toujours quand je relis d'Agatha Christie, c'est justement m'attarder à son style, parce que on peut penser que c'est vraiment un style qui est commercial, puis des formules et tout. Puis en quelque part, oui, il y a un style Agatha Christie, parce que c'est l'âge d'or du roman policier, puis c'était des structures qui étaient relativement typiques à l'époque. Mais dans les livres qu'elle a écrit un peu plus tardivement, elle a quand même essayé beaucoup plus de choses. Elle a essayé des genres différents, comme quand elle allait dans l'espionnage. Avec les Tommy et Tuppence, ça va vraiment ailleurs aussi. Si jamais vous les avez jamais découverts, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, comme là, dans ce cas-ci, elle a quand même essayé quelque chose au niveau de la construction d'intrigue que je trouvais intéressant. Ça me fait me poser la question, elle a peut-être eu bien du fun à l'écrire, celui-là, puis tout ça. Ça devait quand même rester des livres qui étaient entre guillemets, rated G. Il fallait vraiment que ce soit pour un grand public général. C'est jamais des romans qui sont gore ou qui jouent dans le cerveau tant que ça. Si ça joue dans le cerveau, c'est plus en termes de structure narrative ou de structure de l'intrigue, mais c'est pas... On a rarement des narrateurs non fiables, ou en tout cas, dans certains cas, oui, mais très rarement. Puis même quand on en a, on n'est pas dans l'ordre de thriller psychologique. Là. On n'est pas à ce point-là avec Agatha Christie. Peut-être, dans certains cas, quand elle va se lancer un peu dans tout ce qui est ésotérique, à la limite, peut-être que ça pourrait être un petit peu trop blanc. Mais c'était aussi l'époque, hein? C'était à cette époque-là, c'était le gros côté des tables, on fait tourner les tables, les esprits et tout. Donc ça s'inscrit vraiment dans une époque. Mais tout ça pour dire que, vous le savez, j'aime quand même beaucoup Agatha Christie, puis peut-être que les gens vont se poser la question comment ça se fait que je reste accrochée à ça, mais parce que j'aimais beaucoup la personne, la femme qu'elle était à cette époque-là. Évidemment, il y a des choses que j'aime pas d'Agatha Christie maintenant, en 2026, avec la perspective. Là, c'est quelqu'un qui était très... mais c'était en phase avec l'époque, mais malheureusement très xénophobe, raciste même par moments. Dans certains... Ça se perçoit dans plusieurs de ses romans, mais en même temps, elle a beaucoup voyagé, puis elle a beaucoup d'autres cultures. Donc, c'est pour ça que je me dis... Elle avait ça en elle, ça s'est exprimé dans ses écrits. En même temps, elle n'est pas restée enfermée dans l'Angleterre à ne pas voir d'autres choses. Elle a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. Puis ça, on le perçoit dans ses choix de lieux, dans ses romans. Puis, comme je vous dis, si jamais c'est pas fait, je vous invite à lire l'autobiographie d'Agatha Christie, qui est quand même intéressante. Bien sûr que c'est elle qui choisit qu'est-ce qu'elle raconte, mais ça nous donne une grande idée, surtout pour ses voyages, parce que dans son autobiographie, elle parle presque pas de son écriture, en fait. Elle va parler plus de sa vie à elle, comment, à l'époque, une femme à cette époque-là, c'est sûr que c'était le début du 20e siècle, il y avait quand même des femmes qui osaient, mais il y avait encore beaucoup, beaucoup de barrières par rapport aux femmes, puis c'était très misogyne à l'époque aussi. C'était xénophobe, raciste et misogyne, malheureusement, au début du 20e siècle, puis tout ce qui était colonialisme en Angleterre, c'est sûr que c'était pas l'idéal non plus. Mais c'était intéressant de voir comment cette jeune femme-là a comme finalement essayé de se sortir un peu à sa manière de ça. Bon, ça l'a pas transformé totalement, mais bref, c'est pour ça que je reste accrochée à ça, à elle, parce que on dirait que je reconnais le chemin qu'elle faisait à l'époque. Puis même si son écriture est accessible, justement, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'elle s'est lancée dans... elle observait beaucoup l'humain. Oui, c'est sûr que à un moment donné, dans sa façon de structurer les intrigues, ou, je sais pas, ses modus operandi, ou les armes utilisées, ça finit par revenir parce qu'elle en a tellement écrit. Mais il y avait toujours une espèce... On sentait une certaine curiosité d'essayer différents genres, différents trends de l'époque, au niveau social, d'explorer
de représenter un peu l'évolution de la société en quelque part. Fait que c'est pour ça que je reste toujours accrochée sur Agatha Christie. Voilà. Parce que c'est comme ça. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lire. Là. Je vous avais dit que j'allais peut-être lire, j'avais reçu en livre audio, une réservation en livre audio de fameux deuxième tome de Soren Sveistrup qui est Cache-Cache. Finalement, je l'ai trouvé, j'ai pu l'avoir en livre audio. J'avais des crédits pour une plateforme québécoise qui s'appelle Nara. Puis je l'ai trouvé sur cette plateforme-là. Donc, j'ai décidé de le prendre sur celle-là pour libérer la version pour la bibliothèque. Comme ça, je vais pouvoir le lire à un moment qui me convient. J'ai aussi une contrainte de relecture d'un Anna Mette Hancock que j'ai pour d'ici, disons, une dizaine de jours. Fait que je me demande, est-ce que je le relis maintenant? Est-ce que je le relis juste rapidement au début de la semaine prochaine ou au courant de la semaine prochaine? Donc, je suis un peu prise entre les deux. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un nouveau Johanna Gustafsson, nouveau, de notre côté ici, qui est arrivé, Les Morceaux du silence, qui se trouve être le deuxième tome de la série qui commençait par l'île de Yule, que j'avais lu mais que je n'avais pas adoré. Je ne suis pas tant tombée bien avec Johanna Gustafsson, qui, pour votre information, est une écrivaine française, mais qui habite en Suède depuis longtemps, donc qui fait en sorte que ces polars se déroulent en fait en Suède, puis c'est un peu une structure de polar nordique. Donc, il y aurait peut-être ça. Il y a plein de choses que j'aimerais lire, mais là, je commence à être un petit peu à bout de mes heures disponibles pour les livres audio dans mon abonnement régulier avec Nextory. Je regarde sur les autres plateformes de prêt de bibliothèque. Bref, je suis un peu en tergiversation. Fait que je sais pas trop. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans mon blitz de BookTube. Peut-être qu'il va y avoir des suggestions qui vont arriver là puis qui vont m'aider à déterminer ce que je veux lire. J'ai même envisagé de lire le fameux Becca Borisson, je pense, Love Light Farms. Puis je suis pas romance, mais les gens en parlent tellement bien de celui-là en particulier. Puis c'était plutôt une romance de Noël, mais on me dit que c'est pas tant noëlesque. Puis je me suis dit, peut-être que je pourrais essayer quand même ça comme romance. Mais encore là, j'ai la réalité que j'ai pas assez d'heures sur Nextory parce que le livre est pas disponible à la bibliothèque en ce moment. Pour moi, il est très prisé, donc il y a genre 3 mois d'attente. Fait que je vais voir, peut-être que c'est un signe puis que je suis pas due pour le lire. Mais je me suis même dit je pourrais lire seulement des livres d'auteurs cette semaine. Je pourrais lire seulement des livres d'auteurs de l'âge d'or du policier. Parce que dans le fond, j'avais aussi un Joséphine Tey que je voulais lire, de Franchise Affair. J'aimais beaucoup Joséphine Tey avec l'inspecteur Grant. Puis ça, je l'aurais en livre audio. Puis je l'ai aussi en livre papier à la maison. Il y avait aussi un des classiques de l'âge d'or du policier que j'avais, qui était Raymond, je me sais plus c'est quoi, The Big Sleep. Je mettrai la couverture. Et je me disais, est-ce que je fais ça? En même temps, là, en le disant, je me disais, c'est un concept. Puis là, j'étais comme, est-ce que ça me tente vraiment de lire 3 livres comme ça de suite? Est-ce que je vais vraiment les apprécier? C'est wishy-washy. Je sais pas trop. C'est pas des gros questionnements vraiment importants, mais quand même. Alors voilà, bon, sans plus tarder, je vais arrêter de déblatérer. Puis je me lance à mon affaire de BookTube. Puis je vous reprends peut-être sans doute aujourd'hui, vu que je suis en congé, pour vous dire ce qu'il en est. Puis sinon, on se revoit au fur et à mesure de la semaine. À tantôt! Son enquête parce qu'elle est connue comme la détectrice de mensonges et du coup elle aide depuis très longtemps la police sur diverses enquêtes en tant que consultante parce que voilà, c'est vraiment un super bon détecteur de mensonges. Sur le mois de janvier, je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de janvier 2025. Puis ensuite on est vraiment sur un assez habituel entre une dizaine de livres on va dire. Voilà, dépendant des vacances, pas de vacances, la vie sociale, etc. Bonjour vous autres, alors toujours lundi, toujours en congé. Toujours en plein blitz de BookTube. J'ai vraiment là, j'ai alterné tâches ménagères et BookTube aujourd'hui. C'est fort intéressant. Mais en fait, hier, j'étais passée à la bibliothèque pour récupérer 2 réservations, plus 3 autres livres qui se sont glissés subrepticement dans mon sac. Et c'est ça, je voulais juste vous les présenter. Donc, un petit book haul bibliothèque pour essayer de me tenir à mes souhaits, de un peu plus aller à la bibliothèque, de un peu plus prendre le livre de la bibliothèque cette année. Donc, je vais trier ce qui étaient les réservations et ce qui ont été les surprises. Alors, tout d'abord, on avait celui-ci qui est un roman illustré. Oui, un roman jeunesse illustré. Donc, c'est Opération Boui-Boui. Alors, c'est de François Gravel, illustré par Anthony Charbonneau-Grenier. C'est publié chez La Courte Échelle. Et
à l'arrière, c'est drôle, excusez, je viens de voir le blurb qui est écrit à l'arrière et la description du livre global, c'est une histoire d'espionnage aussi pétillante qu'une bière d'épinette dans un film en noir et blanc. C'est prometteur. Alors, j'ai oublié la quatrième, ça va être moins compliqué. J'aurais pu être une pro et l'avoir lu avant et vous en faire un vrai résumé, mais là, je vais y aller avec la quatrième intégrale. Alors, Nelson et sa cousine Losange sont fraîchement diplômés d'un cours d'espionnage donné dans le sous-sol d'un garage. Leur première mission consiste à retrouver Gary, un fourbe individu capable de transformer une limousine en char d'assaut et de fabriquer un ouvre-boîte électrique avec les restants. Comment ce traître peut-il apparaître dans chaque pays où les cousins le traquent avant de leur glisser aussitôt entre les mains? Serait-il doté du don d'ubiquité? A-t-il un sosie? Et que vient faire la chanteuse Tanagra dans cette embrouille? Ça a l'air assez éclaté et saugrenu et savoureux. C'est étrangement, j'accroche sur la police des caractères, mais c'est comme écrit en bold. C'est rare que ce soit écrit... On dirait que la fonte, on dirait que la police des caractères est en mode en bold. Je sais pas si c'est pour aider peut-être les gens qui ont de la difficulté peut-être en dyslexie, mais pourtant c'est pas la police des caractères 10 qui est faite pour aider. C'est juste un choix de mise en page. Ça me fait juste un petit peu rire parce que c'est pas quelque chose à laquelle je suis habituée, mais bon, on a quand même des petits graphiques ici quand même là. Pour vous donner une petite idée. Alors, celui-ci, je l'avais réservé. Il est paru quand même, ça fait un moment, c'est peut-être 2-3 mois. Il est paru en 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? À quel semestre? Ça nous le dit pas. Mais bon. Voyez-vous, ici, ça dit qu'ils l'ont reçu en août. Ça date de l'été passé. Donc, je l'avais vu. J'avais failli le prendre en numérique. Mais comme il y avait des illustrations, je me disais, je vais lire en papier. Donc, celui-là. Et sinon, un livre que j'avais, si vous avez suivi... que j'avais ciblé quand j'étais passée chez Indigo et que j'avais rien acheté. Et c'était le nouveau, en fait, un roman jeunesse. Je pense que c'est dans les premiers romans jeunesse parce qu'elle fait plus habituellement du young adult ou de l'adulte de Ellie S. Green, celle qui est connue plus particulièrement pour sa série Steam Sailors. Donc, voilà. Alors, c'est celui-ci et c'est Hazel tout court. Donc, Hazel tout court, oui, c'est bien ça, c'est écrit le premier roman jeunesse d'Ellie S. Green. Voyons, je recommence. Donc, c'est Hazel tout court et les failles du temps par Ellie S. Green. Et c'est publié chez Rajo. Voilà. Et ça dit dans celui-là, pour la petite phrase de présentation globale, ça dit « Dans ce livre, vous trouverez un dinosaure apprivoisé, un lapin au QI très élevé et une machine à remonter le temps. » C'est prometteur. Sinon, la quatrième va comme suit. Hazel ne décolère pas. Ses archéologues de parents l'ont encore abandonnée pour partir à la recherche de fabuleux trésors. Elle se retrouve chez Granny Boom Boom, sa grand-mère qu'elle n'avait encore jamais rencontrée. Bien décidée à percer le mystère de son étrange manoir, Hazel va se retrouver entraînée dans les failles du temps. Là, je dis Hazel, c'est peut-être Hazel, mais Hazel, il me semble que c'est un nom anglophone, donc voilà. Alors, c'est Hazel tout court et les failles du temps, puis on a comme sous-titre « L'étrange invention de Granny Boom Boom ». Donc, voilà, je fais confiance à Ellie S. Green pour habituellement la construction des personnages auxquels on s'attache absolument et habituellement une bonne dose de péripéties. Donc, ça, c'est les deux réservations que j'avais faites. Et sinon, j'ai vu passer celui-là. Je ne sais pas si je vais le lire, mais je me suis dit pourquoi pas. Il me semble que je l'avais vu passer quelque part. Je ne sais pas si c'est sur BookTube ou juste moi qui l'ai vu passer quand je suis allée faire des achats en librairie pour les bibliothèques. C'est pas en 2025. Et c'est celui-ci, donc c'est Les Effacés. C'est de Marie Carteron, publié chez Le Rouergue. C'est dans la collection Dos à dos, donc dos à dos, dos comme documentaire ado. À l'arrière, ça dit « Elle est exactement comme cette fille dans le tableau. Elle a été effacée, oubliée. » Pendant une sortie scolaire, Jo se retrouve enfermée dans un placard du musée d'Orsay. La voilà seule, dans l'obscurité, au milieu des tableaux. Seule? Pas vraiment. Une mystérieuse Virginie se met à lui parler. Virginie a une histoire à lui raconter, la sienne et celle des effacés, des femmes peintes, puis invisibilisées par Gustave Courbet. Jo le sent, même si plus d'un siècle les sépare, leurs douleurs se ressemblent et cette rencontre va la changer à jamais. Donc, j'aimais bien l'idée. Victor Courbet, j'en avais déjà entendu parler, musée d'Orsay. Bon, et clairement, c'est un prétexte à faire découvrir l'histoire de l'art et évidemment
la place des femmes qui a été oblitérée dans plusieurs domaines, dont les arts. Mais je me disais, pourquoi pas? C'est une petite plaquette de 100, une 140aine de pages, disons. Ouais, 135 pages, un peu moins que 135 pages. Donc, écoutez, ce serait chouette. Ensuite, j'ai vu passer chez Steph de Piketty, qui a fait plusieurs stories pour nous montrer qu'est-ce qu'elle avait acheté récemment et dont elle avait acheté un livre qui s'appelait, je ne sais pas c'est quoi, je vais vous mettre la vignette là, mais c'est un livre de C.J. Ray et ça semblait faire référence à deux mamies qui allaient mener l'enquête et vous connaissez mon amour pour les mamies qui mènent l'enquête. Donc voilà. Et j'ai été en fait chercher la version en langue originale parce qu'évidemment c'était une traduction. Alors c'est la couverture, pas mon genre, mais ça ressemblait pas à ça en version française puis je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est The Excitements de C.J. Ray et c'est une autrice qui en fait c'est l'autrice Christine Manby, qui est une autrice qui est connue pour un autre genre, j'imagine, autour de 40 livres. C'est une autrice britannique, étudie la psychologie. Bon, elle a l'air assez comique. Publié chez William Morrow. Et ça dit à l'avant, c'est deux fabuleuses vétérans et une dernière mission. Donc, en gros, je lis ça un peu, puis je reviens. Alors, ça a l'air vraiment excellent. Alors, on va suivre les sœurs Williamson, donc Joséphine et Penny, qui sont des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, donc des vétérans de l'armée britannique, et sont dans leur late 90s, donc ont plus de 90 ans. Et ils sont toujours vraiment sollicités pour aller à des événements caritatifs et tout ça. Et finalement, ils vont être invités pour aller en voyage à Paris pour recevoir la Légion d'honneur. Pour le fait qu'ils ont contribué en fait à la libération de la France. Et ils vont y aller, comme toujours, accompagnés de leur neveu Archie, qui est un historien. Et pour Archie, ses grandes tantes ont toujours été un peu comme des légendes un peu de la Grande Guerre, mais pour lui, ses tantes ont toujours joué un rôle un peu mineur malgré tout. Mais évidemment, on finit par comprendre que finalement, ces deux sœurs-là n'ont peut-être pas joué un rôle aussi mineur que ça dans la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont beaucoup de compétences et d'aptitudes qui sont peut-être un petit peu plus, qui vont un peu au-delà de, je pense qu'elle était infirmière. Il me semble que c'est ça. Ouais, travaillait dans le Women's Royal Naval Service puis de First Aid Nursing Yeomanry. Fait que, bon, au-delà de ces deux métiers-là officiels, donc on va comprendre qu'éventuellement, elles vont avoir appris, elles, des informations assez importantes concernant un vieil ennemi et vont, en fait, finalement, se servir un peu de ce voyage-là pour prendre leur revanche. Ça a l'air excellent. Je suis trop excitée. Peut-être que je suis trop excitée. The Excitements. Là, moi qui sais toujours pas qu'est-ce que je vais lire comme lecture, je me disais, je pourrais me lancer dans un vlog 100% polar nordique. Je vais peut-être le faire, mais sinon, si j'ai encore l'impulsion puis que je le trouve en audio, je pourrais peut-être. Hein? Ça serait vraiment une bonne idée. Et enfin, en partant, je suis tombée sur ça. Je me souviens pas si je l'ai déjà lu, mais je pense que non. J'ai trouvé ça trop mignon, donc je ne peux pas passer à côté. Donc, album jeunesse. Et c'est Raconte. C'est la véritable histoire du premier art de bibliothèque. Et ça a été créé par Marine Cotte, Stéphane Fitoussi et Yomgi Dumont. Yomgi Dumont qui est un de ceux qui, si je me souviens bien, a travaillé sur 101 rue des Soupirs, quelque chose comme ça. Les trucs des fantômes que j'aime vraiment beaucoup. Monsieur Tan et Yomgi Dumont, il me semble. Je vais vous mettre la vignette si c'est le cas. Voilà. Et donc, on va suivre ici un jeune rat qui s'appelle Rature et qui est passionné de lecture et qui habite dans la plus petite bibliothèque d'Ankara, en Turquie. Un jour, son grand-père va lui demander de partir à la recherche d'un roman qu'il a écrit à Paris quand il était jeune. Mais le seul exemplaire de ce livre-là est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Donc, un gros défi pour un petit rat qui est un petit peu maladroit et très rêveur.
Ratsur va mener l'enquête à la BNF, en fait, aidée par une troupe de rats étonnants et débrouillards, à commencer par l'incroyable Clara. Donc, c'est quand même produit en collaboration avec BNF Éditions et Syros. Donc, j'imagine que ça va quand même être une façon de découvrir c'est quoi la Bibliothèque nationale de France. Il y a des petits dossiers à l'arrière, justement, informatifs. Mais je trouve ça intéressant. Ça va être une assez longue histoire quand même. Je peux pas résister à une histoire de bibliothèque. Je peux pas. Donc, voilà. Alors, voilà pour mon book haul de bibliothèque que je suis allée chercher hier. Et ben voilà, c'est ça. Je sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire. J'avais parlé des Morsures du silence de Johanna Gustafsson. J'ai emprunté aussi le Jornir Horst auquel je suis rendue, soit le tome 12 de la série William Wistings. Bon, le tome 12, c'est assez compliqué avec Jornir Horst, mais en tout cas, le tome 12 paru en français de la série William Wistings, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle La Chambre du Fils, mais il n'existe pas en livre audio. Il existe en anglais en livre audio, mais ce que je trouve un peu bizarre, c'est que ça fait comme partie d'un sous-cycle au sein des enquêtes de William Wistings. Fait que j'étais pas sûre, puis en plus, j'ai pas accès en anglais, donc malheureusement, je vais le lire en livre numérique, puis potentiellement en lecture d'accompagnement. Mais quand je dis malheureusement, c'est pas absolument c'est bien traduit. C'est juste que j'aurais aimé ça pouvoir l'avoir en livre audio pour pouvoir peut-être l'écouter dans la semaine. Donc, ça que je me fais ça, un petit vlog polar nordique, genre ces deux livres-là. En plus, le livre que je dois relire finalement à la fin de cette semaine et au début de la prochaine est aussi un polar nordique. Donc, je me dis, ça pourrait rester un peu dans la thématique. Ou j'essaie le CJ Ray. Je sais pas. On va voir. Donc, ben voilà. Je reprends quand je peux, mais je voulais au moins vous faire ce petit moment de book haul de bibliothèque avec vous. À plus! Bonsoir vous autres. Alors, on est le mardi 20 janvier. Retour du boulot, linge qu'on faut. Je vous reprends parce que finalement, hier soir, j'ai convaincu mon copain, qui n'a pas été très compliqué à convaincre, d'écouter l'adaptation télé de Seven Dials sur Netflix et c'était excellent. C'est en 3 volets, dont le fond, une durée totale de 3 heures environ. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Jeu de qualité, travail caméra, donc photographie excellente. Plusieurs remaniements, comme prévu là, dans toutes les adaptations, dont certains importants. Mais ce qui est étrange, c'est que, je ne vais pas en dire trop parce que ça va un peu vous divulgacher, là, mais il y a un changement majeur un des personnages qui est quand même, disons, je dirais, secondaire important dans l'histoire. On change vraiment sa nature en tant que telle. Puis on donne à ce personnage-là une histoire un peu différente, un plus grand pouvoir sur l'action, un plus grand motif potentiel d'être impliqué dans l'action. Et ça ajoute un peu une dimension émotionnelle qui était peut-être la chose qui était moins présente dans la version d'Agatha Christie, mais sinon, on garde vraiment toute cette espèce de verve-là, l'espèce de candeur audacieuse de Bundle. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est rare que j'aime ça quand je perçois de quelle façon l'adaptation a été faite, donc qu'est-ce qui a été retranché. Mais là, c'est spécial comment ces changements-là m'ont presque apparu nécessaires, alors que j'ai vraiment beaucoup aimé la version papier. C'est pour vous dire comment leur choix a été bien fait, même si c'était a priori, c'était un pari assez important de faire ce genre de changement-là. Mais ça a vraiment bien fonctionné. J'ai vraiment beaucoup aimé les 3 acteurs principaux, chacun à leur manière, ont apporté leur couleur. L'actrice principale, je n'étais pas trop certaine, mais finalement, avec ce qui est proposé pour le personnage de Bundle, qui est un personnage qui était un petit peu plus, je dirais,
avec un peu plus de bagage émotif que dans Agatha Christie. Puis là, quand je parle émotif, ça ne veut pas nécessairement dire, là, enlevant les préjugés de émotif égale amoureux, là. En même temps, c'est pas faux, mais il y en a aussi dans le livre d'Agatha Christie. Mais quand je veux dire émotif, c'est qu'elle a comme un gros bagage quand même personnel qui fait que ça va influencer un petit peu sur sa réception de tout ce qui va se passer comme péripéties. Mais sinon, l'essentiel des péripéties demeure relativement les mêmes. Il y a quelques changements de lieu ou quelques, comme je vous disais, souvent ils font des fusions. Donc, même dès le départ, là, ils font une espèce de fusion de lieu puis de temps. Mais je trouve que vraiment, oui, c'est sûr que c'est un peu différent. Mais je pense que, bon, je pense que quelqu'un qui aurait juste vu la série puis qui va lire le livre, peut-être être un peu surpris parce que c'est sûr que, comme je vous dis, l'espèce de charge émotive est un peu moins là dans la Agatha Christie. L'accent est moins mis là-dessus, finalement. Pas que c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, mais c'est pas vraiment ça le but. Dans celui-là, ben oui, c'est un suspense. Oui, il y a de la tension qui monte, mais il y a aussi vraiment une charge émotive, voire une quête identitaire qui est assez importante. Mais c'est intéressant parce que ce livre-là, s'il avait été écrit aujourd'hui, ce qui est proposé aurait été potentiellement possible. Puis c'est pas parce que c'est une relecture moderne. C'est juste que avec le regard d'aujourd'hui sur qu'est-ce que peut-être Agatha Christie a voulu mettre entre les lignes, ça aurait peut-être pu se passer comme ça. Fait en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Si vous l'avez pas écouté, ça vaut la peine. Si vous n'avez pas lu le livre, c'est pas grave. Si vous écoutez juste cette série-là, c'est intéressant aussi. Sachez que le côté un peu audacieux de l'espèce de structure narrative s'y retrouve quand même pas mal. Fait que vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Très, très rare. Je suis très difficile sur les adaptations. Surtout quand je viens juste de lire le livre, mais là, c'est absolument réussi. Alors là, vous avez vu que Léka est arrivé, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, elle est couchée sur mes choses, mais bon, c'est pas grave. C'est ça aussi dans Griffe, mes bibliothèques, donc, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai hésité, j'ai commencé à peu près 3-4 débuts de lecture. Puis là, je me suis dit que, dans le fond, l'idée de me dire que j'allais me replonger dans le Golden Age du roman policier, l'âge d'or du roman policier, que ce soit techniquement des romans qui ont été écrits dans les années 20 et 30, mais ça inclut maintenant jusqu'aux années 50. C'est vraiment plus un genre spécifique. J'ai décidé de me faire ça finalement comme semaine. Donc, ça va recommencer par le Agatha Christie. Et j'ai décidé de poursuivre avec un livre que j'avais à la maison et qui est donc le tome 3, j'en avais parlé, le tome 3 de la série des Inspector Grant de Josephine Tay, qui est un nom de plume pour une autrice écossaise. Je me sens qu'elle s'appelle MacDonald. Ça se peut, là, c'est très courant quand même en Écosse. Dans le fond, une autrice écossaise. Et c'est donc The Frenchies Affair. Oups, il y a mon chat évidemment là, qui va tout changer notre. Voilà. Et donc, The Frenchies Affair, qui est une histoire qui s'annonce assez troublante, je dirais. Mais Joséphine T, c'est tellement surprenant. On s'attend jamais. On a toujours l'impression que ça va être un petit peu simplifié, mais finalement, absolument pas. C'est une excellente autrice. Je la recommande absolument. Et encore plus son premier, le roman qui l'a fait sortir un peu du lot. Parce que oui, elle a écrit vraiment qu'est-ce qu'était Golden Age du roman policier, mais elle a dû le mettre ici. The Daughter of Time, c'est excellent. C'est vraiment un roman policier qui se passe maintenant, mais dans le passé. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bon. Alors, dans celui-ci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retrouver... on va retrouver un avocat qui s'appelle Robert Blair, je pense, qui habite dans un village et qui va être interpellé par une femme qui habite avec sa mère. Je pense que c'est Miss Sharp. Il me semble que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Il me semble que c'est Miss Sharp. Oui, Miss Sharp. Donc, qui va l'appeler en urgence en disant Scotland Yard est chez nous. Ils disent que j'aurais techniquement enlevé et maltraité une jeune fille, puis elle n'en dit pas trop. Puis
Puis là, lui, il est comme, OK, mais genre, lui, c'est un avocat qui se spécialise zéro dans le criminel. Puis il est comme juste, ben là, je pourrais peut-être vous référer à un de mes collègues. Puis il est comme, non, mais j'aimerais ça avoir comme un allié. Puis tout ça. Fait que là, bon, il se dit, je peux pas la laisser sans appui légal. De toute façon, elle dit au pire, aller si jamais c'est juste que j'ai besoin de quelqu'un pour être là, pour me dire peut-être quoi dire ou quoi pas dire. Mais elle dit après ça, si jamais c'est pas un cas qui vous intéresse, là, vous pouvez comme me transférer à quelqu'un d'autre. Fait qu'il est comme bon, OK. Puis tu sais, on sent que c'est un avocat qui est assez comme tu sais, pas tant dans l'audace, là, disons. Mais là, bon, il va, il prend sa voiture, il arrive là-bas. Puis, dans le fond, les deux femmes habitent dans la maison qui s'appelle The Frenchies, puis c'est comme un bâtiment particulier. C'est ça? Ouais, c'est une maison de campagne qui est connue sous le nom de The Frenchies et The Franchise. The Franchise, The Frenchies. The Franchise. Bon, il arrive là-bas. En effet, il y a le policier local, mais il y a aussi le fameux inspecteur Grant de Scotland Yard. Et Robert, l'avocat, dit, mais là, est-ce qu'il est accusé de quoi? Puis bon, Grant, il dit, ben, pas accusé de rien, sauf que on est dans une situation particulière. Il y a une jeune fille qui s'appelle Betty Kane, qui a 15 ans, qui habite pas nécessairement dans le coin et qui était venue habiter chez sa tante qui habite dans le coin pendant comme 2 semaines pendant son congé des fêtes, ou je sais pas, d'école. Et il s'avère qu'elle a comme disparu pendant 4 semaines finalement. Elle était censée revenir. Là, ses parents ont reçu une lettre qui disait ah, ben finalement, je vais rester plus longtemps chez ma tante. Puis là, finalement, bon, elle n'est toujours pas arrivée. Puis là, sa disparition a été déclarée et tout. Et cette jeune fille-là a été retrouvée éventuellement. Elle était complètement. Elle avait eu l'air complètement, ben, je sais pas, épuisée. Puis euh, comme si elle avait vraiment vécu quelque chose de difficile. Et elle finit par dire qu'elle a été enlevée. Puis elle commence tranquillement à parler, puis à dire qu'est-ce qui s'est passé. Elle arrive à décrire le véhicule dans lequel elle a embarqué au départ volontairement. Elle dit que c'est 2 femmes qui conduisaient. Puis elle a fini par se ramasser dans une maison. Et elle décrit ça, elle décrit comment les femmes l'ont traitée, les sévices qu'elle a eus. Et elle finit par identifier la maison en tant que telle dans laquelle elle a été relativement, en donnant beaucoup de repères visuels. Et ça semble être The Franchise. Et puis là, ben dans le fond, Grant est là pour dire, ben j'aimerais ça que la jeune fille est dans l'auto des policiers. Puis j'aimerais ça qu'elle puisse voir les 2 femmes pour me dire si c'est vraiment elles qui l'ont enlevée. Donc c'est un peu particulier. Et la jeune fille entre et elle dit, ce sont elles. Puis elle commence à décrire des choses qui sont dans la maison spécifiques. Puis ben, dans le fond, quand ils vont soit en trouver ou pas en trouver, mais ça sème le doute. Donc ça reste comme ça. Puis là, ben, Robert Blair est très dubitatif. Les 2 femmes disent, ben non, mais ça n'a jamais pu être moi. En même temps, on perçoit qu'il y a comme une espèce de potentiel, quelque chose d'un peu louche. Mais en même temps, pourquoi une jeune fille qui est super tranquille et tout ça, comment elle aurait pu savoir qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Comment elle peut avoir mis en mots ce genre de situation-là? Bref, fait que c'est vraiment être un livre où, en fait, ces 2 femmes-là se retrouvent accusées de quelque chose. Elle est nie complètement à connaître même la jeune fille. La jeune fille tient mordicus à sa version. Puis, en fait, on va savoir qui on va devoir croire. Fait que c'est sûr que là, l'inspecteur Grant est là, mais on comprend qu'il va y avoir une enquête parallèle par l'avocat qui est Robert Blair. À date, c'est super bon. Je sens que j'ai le cerveau tordu un peu. Donc, j'ai déjà réussi à... On l'écoute en livre audio. Je suis rendue à la page 76, donc sur... Faut pas que je me divulgage, parce que c'est une édition assez dense, finalement. 76 sur 295. Donc, ça... Et dépendant de comment ça me prend de temps pour le lire, je pense que là, je me suis gardée un peu dans la manche, un as, non pas un as, un joker au cas où. Et j'ai regardé un peu c'est quoi les auteurs du Golden Age. Puis bon, on connaît un peu les classiques, là. Mais j'aime mieux rester dans les autrices. Fait que là, je décide d'aller avec, peut-être, si jamais j'ai le temps ou je veux le faire, The Grey Mask de Patricia Wentworth, que j'ai jamais lu finalement. J'avais déjà mis dans ma pile à lire, puis je me demandais même si je l'avais lu, mais je pense que j'ai jamais finalement lu. C'est le premier tome des enquêtes de Miss Silver, puis ça semble être une autrice aussi bien connue du Golden Age, donc
Si c'est le cas, j'aurais lu 3 livres du Golden Age cette semaine. Donc, stay tuned. Sinon, c'est le temps du bookmail parce que j'ai reçu des choses. Tout d'abord, je me suis commandé pour mon Noël quelque chose de très spécial qui est juste disponible en Angleterre en ce moment. Puis là, je fais ça juste parce que j'essaie de cacher mon adresse. Mais... Donc, je l'ai commandé chez Blackwells. Ben oui, c'est comme ça. Puis là, vous allez rire. Puis je l'ouvre là parce que ça a un petit peu rapport avec ce dont je vous parle par rapport à ma thématique de semaine. Alors, c'est parti pour l'ouverture. Je sais pas si... C'est vraiment une folie parce que c'est vraiment... C'était pas donné, mais bon, ça me tentait vraiment de le faire. Alors, c'est une nouvelle collection. C'est très drôle. C'est une nouvelle collection qui est autorisée par les héritiers d'Agatha Christie et c'est dans la fameuse collection Little Miss ou Little Mister, donc Monsieur, Madame. Et il y a... Attention, préparez-vous. Il y a Little Miss Marple, Model at the Vicarage, donc Murder at the Vicarage, et Mr. Poirot, Mischief on the Nile. C'est vraiment drôle! Et c'est vraiment le principe du Monsieur, Madame. Mais l'histoire est quand même assez longue. Ça me fait totalement rire. Voilà. Puis Miss Marple, qu'est-ce que ça a l'air? Ah, il y a des petites roses au début, c'est trop cool. Ah, je trouve ça trop mignon. Ah, trop! Je suis vraiment contente. Alors ça, c'était mon cadeau de moi à moi pour le temps des fêtes. Et alors voilà, peut-être que vous allez me trouver ridicule, mais moi, ça fait partie des choses que je collectionne, mais c'est surtout que j'étais trop curieuse de voir. C'est vraiment Roger Hargreaves, qui le créateur des Monsieur Madame, et et Agatha Christie, parce que dans le fond, c'est adapté d'eux, j'imagine. Je sais pas comment ils ont... Roger Hargreaves. Okay, ça a été écrit par son fils. C'est écrit Roger Hargreaves, mais finalement, c'est son fils maintenant qui les écrit. Je trouvais aussi parce que ça fait longtemps que ça fonctionne. Donc, c'est written et illustré par Adam Hargreaves et inspiré par le travail original d'Agatha Christie. Donc, voilà. J'essaie juste de voir si mon chat veut sortir. Bon, on devrait être pas pire. Alors, sinon, un autre petit colis. Et celui-là, vous m'en aviez... Une d'entre vous m'a demandé des nouvelles, mais c'est le colis que je me suis commandé sur Lyrica, qui était, entre autres, si tout va bien, le carnet lecture de Margot Lizotte. Donc, allons-y pour l'ouverture. Donc, pour avoir un minimum, bon, j'avais un petit signet, là, mais c'est pas comme le signet de la Terre non plus, vraiment le plus beau, là, mais pour avoir un minimum, il fallait que je commande autre chose et ça fait longtemps que je vais avoir la nouvelle édition de cette série-là, que j'avais juste eu le premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une série de Mario de Muraille. C'est dans la collection Medium Plus. Et je trouve que les nouvelles éditions sont plus attrayantes pour moi visuellement que le visuel qui était proposé dans les anciennes éditions. Et c'est la série Sauveur et Fils. Donc, je me suis pris le premier tome en format semi-poche. Donc, Sauveur et Fils de Mario de Muraille. Ça, c'est disponible déjà au Québec. C'est juste que ça me prenait un minimum. Puis, tant qu'à acheter n'importe quoi, puis ça faisait un bout que je voulais l'avoir, je me suis dit, bah, je vais le prendre. Donc, celui-là. Et sinon, le fameux mon cahier, oups, je sais pas si je vais réussir à vous le mettre. Ouais. Mon cahier lecture, mon cahier de lecture, voilà. Bouquiné en mode cosy, donc de Margot Liseuse. Et ben voilà, j'espère que j'avais vraiment hâte de pouvoir le découvrir. J'avais vu quelques visuels qu'elle avait montrés. Donc, c'est illustré par Alice Witzel et Mademoiselle Eve. C'est publié chez Solar. Puis, comme elle disait, Margot Liseuse, dans le fond, elle disait que ça faisait partie de la collection Mon Cahier. Dans le fond, chez Solar, ils ont toutes sortes de trucs qui sont Mon Cahier. Puis, c'est souvent des choses sur le bien-être, croissance personnelle. Puis, dans le fond, celui-là, c'est un cahier lecture. Donc, oui, techniquement, c'est quand même un cahier où on va avoir des sections pour faire la recension de nos lectures.
mais c'est aussi un cahier qui est en mode cocooning, donc entre les relations, les relations, les recensions de lecture, il y a aussi des fois comme quelques quiz. Il va avoir, moi ce qui m'avait gros, ce que je trouvais intéressant comme ça, c'est vraiment le fun aussi. Il y a un bingo littéraire, il y a un mood tracker de mon année de lecture. C'est le fun, c'est vraiment, c'est un coloriage. Puis on va, dans le fond, colorier une zone du dessin selon une charte de couleurs, dans laquelle, selon notre mood tracker de notre année de lecture, il y en a une couleur pour Je suis totalement emballée. L'autre, j'ai été transportée par le récit, l'amour ou la magie de l'histoire. L'autre, j'ai pris plaisir à le lire. L'autre, ce livre me laisse un sentiment assez neutre. Et l'autre, je suis déçue, frustrée. Donc, voilà. C'est cool. Comme mood tracker, c'est super original. Après, il y a des piles à lire de saison. Il y a des book hauls mois par mois, je pense. Oui, assez fun. Il y a les sorties qu'on a dans le viseur, comme ça dit ici. On a des mois par mois pour les book hauls, si on veut. Mais ça peut être aussi des livres, mes mood books, donc les livres dont j'aurais besoin selon l'humeur dans laquelle je suis. Qu'est-ce que j'avais vu qui était cool aussi? Il y avait le cimetière. Moi, ça, c'est le fun. C'est mon tracker de genre. Ça, j'avais lu, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est un tracker, mais selon les genres, on a en bas ici littérature étrangère, BD, manga, roman graphique, poésie, romance feel good, historique, thriller, fantasy, SF, romantasy, cozy fantasy, jeunesse, humour et classique. Puis dans le fond, ils disent de colorier les fenêtres des maisons selon le genre qu'on a lu. Dans le fond, après ça, des piles à lire thématiques. Il y a des projets DIY et il y a celui-là que je trouvais trop cool. C'est mon cimetière des abandons. Non, mais c'est vraiment cool, là. Donc, comme quoi, dans la vie, il faut savoir abandonner des livres. Puis je sais qu'elle avait mis aussi, comme là, elle nous donne pas une recette, mais des instructions pour un marque-page en crochet. C'est ça, il y a des petits trucs de bricolage, je vois des affaires sur des citations, mon portrait en livre. Fait que ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir des avis lecture à donner, mais c'est toujours entrecoupé par toutes sortes de choses, toutes sortes de, de compléments. Puis moi, comme je vous dis, j'aime habituellement l'idée d'avoir un cahier lecture. Je suis plutôt dématérialisée, comme vous avez pu voir, alors qu'avant, c'était pas du tout mon cas, mais maintenant, je suis dématérialisée. Mais je vous avais dit que j'aimerais peut-être ça essayer d'être un petit peu plus j'essaie de faire j'essaie de voir si j'aime pas tant ça, pas si j'aime pas tant ça, de voir si l'effet de colorier, je trouve que ça détend, même si je suis pas si bonne que ça. J'essaie de, les casse-têtes et tout ça, fait que je me dis peut-être que si je faisais un peu d'analogique comme ça, même si j'ai la recension qui est dans mon lit, dans mon téléphone, donc qui est dématérialisée, je me dis ça pourrait être cool. Puis tu sais, j'aime vraiment l'ambiance de Margot Liseuse, donc je me dis pourquoi pas. C'est sûr que pour l'intérieur, c'est quand même je pense, je sais pas si le papier est assez épais. Quand même. Fait que je pense que, ça serait à voir là, si on utilise des marqueurs style des feutres, est-ce que ça va passer au travers. C'est quand même assez sobre comme intérieur. Mettons, comparé à d'autres canaux de lecture qui sont un peu plus, mettons, rutilants à l'intérieur. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux vraiment comme plus te l'approprier. Puis surtout, puis moi, ça concerne moi. Je dis l'extérieur, il est très glossy, là, mais je parle l'intérieur, c'est vraiment fait pour être utilisé. C'est ce que je veux dire. Des fois, tu en as des super beaux objets livres, puis on les feuillette, puis on est comme, ouh, c'est beau, mais genre, c'est tellement comme fini, puis genre luxueux, puis tout ça, qu'on n'ose même pas comme genre se lancer dedans, parce qu'on est comme, je vais jamais comme y arriver. J'ai peur de rater mon coup. J'ai peur que ce soit laid. Là, mais dans le fond, c'est super intéressant. On a un cadre proposé, mais c'est en noir et blanc. On peut décorer son jeu, on peut se l'approprier, on peut se mettre des signets. Je sais pas, je trouve ça vraiment cool. Ah, ma galaxie littéraire. Hein, c'est cool. Dans le fond, c'est comme une carte du ciel avec des constellations, puis que dans le fond, on dit que ça peut être que quelqu'un nous a donné, que c'est un livre me fait penser à parce que, ça peut être parce que quelqu'un nous a donné ce livre-là ou parce que il y a quelque chose dans un livre qui nous fait penser à quelqu'un. Mais c'est cool, on l'associe comme à des constellations.
Il y a vraiment plein de bonnes idées, je trouve. Puis, je sais pas, j'aime vraiment l'idée. Le format est intéressant. Il souffle quand même bien. Puis, il n'est pas trop gros. Donc, je trouve ça cool. Je suis bien contente. Donc, ça, c'était ma surprise. Alors, voilà. C'était la réception livresque et mes deux Agatha Christie et The Franchise Affair. Et ben voilà, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je vous parle. Donc, ben, je vais vous dire à tout bientôt quand je vais avoir terminé mon Josephine Tey. Et ben, comme je vous dis, si j'ai le temps, je vais peut-être aussi me lire le Patricia Wentworth. Et puis, ben voilà, je reviens quand je peux. T'es prête? On retourne? On retourne? Et hop, c'est le nouveau Colleen Hoover, donc Woman Down, avec mon accent pourri, je suis désolée. Et bonjour vous autres. Alors, je vous prends rapidement cette fois-ci avant d'aller courir parce que j'ai peur qu'ensuite, j'ai pas nécessairement le temps de vous reprendre. Parce que j'ai terminé finalement l'écoute hier de Franchise Affair de Josephine Tey, qui est le tome 3 de la série des Inspecteurs Grant. Et c'était vraiment excellent. Je sais pas si je pense que j'ai eu un coup de cœur, je sais pas, ou en tout cas, ça a été une note presque parfaite. Je ne pourrais pas vous parler en détail de beaucoup d'éléments de l'intrigue parce que ça va vous divulgacher, mais comme je vous avais dit, dans le fond, on part quand même sur une prémisse où en fait, ce qui s'est passé est annoncé dès le départ. Et on est devant une espèce de situation un peu impossible dans le sens où cet avocat-là, qui est Robert Blair, va se trouver dans la situation où il accompagnait légalement les deux femmes qui sont accusées d'avoir enlevé et maltraité la jeune Betty Kane. Et tout contribue à faire en sorte que ça semble être exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, Robert Blair est allé là, puis là, comme un peu pris là-dedans. Puis, il va quand même devoir, comme avocat, essayer de trouver, une fois qu'il a parlé aux deux femmes, que les femmes continuent à nier la situation, de trouver une façon de comme contre-vérifier tout ce qui a été dit, mais la version de Betty Kane est tellement plausible, la personne en tant que telle, la jeune fille aussi, c'est une jeune fille super calme, super, qui n'est pas dans l'excès ou ça, la famille aussi. Donc, on va le suivre à travers toutes ces recherches comme ça, tous ces doutes, tout ce que ça va aussi soulever comme tout le long du livre, en fait, ça va soulever la difficulté de se dire qu'est-ce qui est vrai finalement? Est-ce qu'on peut vraiment le savoir? Est-ce qu'on veut vraiment que quelque chose soit pas vrai, mais que finalement c'est vrai? Est-ce que nous, comme société, on se dit cette situation-là ne devrait pas arriver, donc elle n'est pas arrivée? Et que en ce sens-là, on se dit, ben ça ne doit pas être vrai le témoignage de la jeune fille. Là, on n'est pas cette fois-ci dans, on est quand même dans un crime, on est dans l'abus physique, donc de violence par rapport à une jeune fille, mais c'est sûr que ça fait un petit parallèle. Ça a été écrit, je ne sais pas c'est en quelle année, Josephine Tey. Ça ne doit pas être si début du siècle, parce que quand même, je ne sais pas s'ils mettent la première édition. First Publish, c'est écrit ici, il me semble. First Publish, ouais, c'est ça, 1949. Est à la limite. Je vous disais que l'âge d'or du roman policier, ça allait jusqu'à 1950, techniquement, parce que Josephine Tey, elle écrit même en amont de ça. Mais même en 1950, mais 49, c'était pas clairement dit, cette espèce de côté-là de pas la culture du viol, mais tu sais que dans le fond, on disait, on croira pas parce que c'est une femme ou c'est une jeune fille, mais là, ça met en scène une jeune fille et deux femmes. Donc, on est confronté, même si c'est notre regard de 2026, on dirait qu'il y avait déjà un peu la prémisse de ça à ce moment-là. Puis, là, on met Robert Blair, qui est un homme dans tout ça, puis qui à l'époque, quand même, il y avait le côté qu'il faut protéger les femmes et nanana. C'est encore là, tu sais, dans 1949. Puis que là, lui, il faut qu'il essaye de se dire, dans cette situation-là, c'est clair qu'il y a quelqu'un dans ces trois personnes-là, donc la jeune fille et ou les deux femmes qui sont accusées, qui ment.
Mais dans les deux cas, ça semble impossible qu'une de ces 3 personnes-là mente. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça a été super bien construit. Bon, finalement, l'inspecteur Grant est là, mais vraiment accessoirement. Fait que si vous voulez ce livre-là pour l'inspecteur Grant, il est là parce que c'est lui qui mène l'affaire avec par le biais de Scotland Yard, mais au bout du compte, on va suivre seulement Robert Blair, qui va se prendre un peu d'intérêt par la force des choses, mais aussi parce qu'à un moment donné, humainement, il est comme à la recherche de la vérité. On dirait qu'il est quand même ouvert avec le fait que ça se pourrait qu'il découvre que finalement, c'est les personnes qu'il défend qui ont menti. Mais en même temps, il n'est pas sûr. Puis là, en tout cas, plus ça va, puis plus il va essayer. Fait que là, il va avoir certains alliés qui vont arriver pour essayer de l'aider à découvrir. Mais à chaque fois qu'on pense, nous, comme lecteurs, qu'il va avancer, puis que ça va découvrir des choses, puis que ça va créer un trou dans le témoignage d'une des 2 parties, les témoignages restent intacts. Fait que c'est super intéressant. Ça nous mène jusqu'à la toute fin où il commence tranquillement à avoir certaines failles. Puis là, bien, éventuellement, vers la fin, on prend quand même un peu comme lecteur position par rapport à la situation, par rapport aux parties impliquées. Mais même si on prend position, il n'y a pas rien vraiment qui nous soutient. Donc, c'est intéressant au niveau même moral parce que ça en dit beaucoup sur nous. Donc, je sais pas, j'en parlerai pas de quelle partie, à quel moment dans l'histoire et à quelle partie je me suis un peu associée ou j'ai eu l'impression que c'est cette partie-là qui devait potentiellement prévaloir. Mais sachez que quand on lit ça, ça en dit beaucoup sur nous, sur notre perception des choses et que je pense que globalement, les traces de ce que la société implique en nous sur le fardeau de la victime, puis que c'est la victime qui a toujours à prouver, ça nous demeure quand même là pour nous autres. Cette fois-ci, par contre, je trouve que ça nous amène quand même ailleurs malgré tout ça. Ça effleure indirectement ces sujets-là, puis c'est super moderne, même si ça a été écrit en 1949, c'est pas volontaire, mais quand même, ça effleure ça indirectement. Ça nous fait, comme lecteur, se poser des questions morales et éthiques, genre comment ça se fait qu'on va célébrer. Dans tous les cas, on va célébrer une partie qui, a priori, avait dit que sa version était correcte, puis que tout semble de l'extérieur vouloir montrer que c'est correct. On va quand même aussi aborder tout ce qui est préjugé, des préjugés positifs ou négatifs. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. On est quand même dans une petite communauté. Donc, les 2 femmes dans la petite communauté, c'est des femmes qui viennent de l'extérieur de cette communauté-là. Donc, c'est les 2 femmes qui sont accusées. Donc, c'est sûr que la communauté a des a priori par rapport à ces femmes-là. La jeune fille, comme c'est une jeune fille qui était bonne à l'école, puis qui est super sage, on a aussi des a priori positifs par rapport à elle. Donc, on a a priori positifs et négatifs, puis ça va jouer là-dessus pendant tout le long. Donc, j'ai adoré comment le personnage de Robert Blair se déploie. J'ai adoré comment on découvre les autres personnages, comment l'enquête se déroule par à-coups, par doute, par tension. La tension monte. Il y a des moments qui sont procéduraux. Au niveau judiciaire, en fait, on a des moments qui vont se passer par, disons, l'enquête préliminaire. Après ça, on a une partie qui va se passer devant un juge. Vraiment, il y a de tout dans ce livre-là. Je pensais que je avec mes TH, moi. The Daughter of Time était mon préféré. Mais là, celui-là, je pense que vraiment au niveau structure narrative, c'est excellent. Puis au niveau, je trouve que ça fait ressortir, comme je vous disais, de questionnements sur nous-mêmes, sur la société. Donc, définitivement, excellent. En français, je pense que c'est celle qui celle qui ne pense pas. Je vous mettrai la vignette. Mais ça me confirme me conforte en fait dans l'idée de vous inciter à découvrir Joséphine Tey. C'est vraiment une autrice qui est peu connue, peu connue, dont on parle pas beaucoup, puis qui a vraiment une qualité d'écriture qu'on ne retrouve pas chez toutes les autrices ou les auteurs de l'âge d'or du roman policier. Alors sur ce, je vais clore le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. N'hésitez vraiment pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis nous, on se dit à la prochaine!